Le cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace républicain. Mesdames et messieurs, amis de l'espace républicain, bonsoir. Et c'est encore une fois un grand plaisir de vous connaître, de savoir que vous êtes nombreux chez vous et que vous êtes attentifs à ces programmes qui, dans sa deuxième saison, abordent aujourd'hui, comme dans la suite du dernier numéro, des questions extrêmement importantes, notamment la réforme fiscale, qui est aujourd'hui une volonté du gouvernement d'amener la fiscalité de notre pays vers des horizons de développement. Il est vrai que dans un contexte comme le nôtre, où nous sommes en train de négocier un virage démocratique, toutes les réformes doivent ne pas oublier l'essentiel qui est la politique. Nous allons donc aborder, en partant d'abord de l'événement qui a eu lieu à l'hôtel Pullman pendant 4 jours, où le ministère des Finances, avec d'autres services de l'État et des experts nationaux et d'autres venus de pays étrangers, sont venus pour réfléchir sur comment doter le pays, ou du moins comment réformer notre système fiscal, parce que vous êtes sans ignorer qu'avec un PIB de plus de 68 milliards de dollars, nous ne sommes capables de capter au niveau des impôts que moins de 10% de ces flux financiers. C'est vrai que la capacité contributive installée est importante, mais est-ce que les mécanismes mis en place pour pouvoir contribuer à l'effort de développement sont-ils adaptés? C'est des questions qui ont été posées et qui ont fait l'objet d'une grande réflexion. Dans tous les cas, il y a nécessité de réformer, de mettre en place un système qui soit différent des organisations éparses. Un système, donc, une vision commune partagée, un changement dans le vécu quotidien. Nous allons donc aborder cette question avec les différents éditorialistes, comme nous en avons l'habitude, avec l'espoir que ça va nous permettre d'aboutir aussi sur la grande réforme en cours, celle que nous appelons la réforme de légitimité, cette réforme électorale, parce qu'il faut quand même qu'on arrive aux élections. C'est bien de changer l'économie, mais il faut aussi que ceux qui vont diriger cette économie soient légitimés par le sceau des élections. Alors, avec votre autorisation, amis les spectateurs, nous allons d'abord saluer les différents intervenants, mais aussi surtout Jérôme Sekana, parce que nous allons aller directement dans les vifs du sujet. Jérôme, vous avez été non seulement à l'hôtel Pullman, vous étiez participant, vous avez été invité, et c'est un plaisir pour l'espace républicain qu'un d'entre nous ait pu participer au cœur même de la réflexion. Parce que nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, nous allons vous demander d'abord de nous restituer l'essentiel de ce qui s'est fait à l'hôtel Pullman, de manière à ce que nous puissions embrayer sur ça, Jérôme Sekana. Merci beaucoup, Willy. Comme vous venez de le dire, nous avons un problème dans notre pays. Nous avons une très grande capacité contributive, mais nous sommes incapables de doter le pays d'un budget conséquent pour permettre à notre gouvernement d'assurer ses missions régaliennes. En d'autres termes, notre gouvernement n'a pas les moyens de s'accomplir. Il vous souviendra qu'il y a 1 mois passé, 2 mois, une délégation mixte, présidence de la République, gouvernement, était descendue au Katanga, puis au Congo central et même à l'est de la République démocratique du Congo pour essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Et les opérateurs économiques ont formulé des plaintes. Il s'est avéré que notre système fiscal n'est pas souple, n'est pas compétitif et ne génère pas suffisamment de moyens pour permettre à l'État de pouvoir supporter les charges publiques.
Pour vous donner une idée, nous sommes 80 millions de Congolais, mais seuls 170 000 personnes physiques et morales confondues payent régulièrement les impôts et taxes. C'est-à-dire l'informel est très très important. Donc vous avez dans l'informel des milliards de francs congolais qui ne sont pas captés par l'État congolais. Donc l'argent est là, mais il faut nécessairement doter l'État de moyens pour lui permettre de lever l'impôt, de prélever les taxes légalement et d'investir pour le développement du pays. Et pour y parvenir, le premier instrument qui dispose le gouvernement, c'est la fiscalité. Voilà pourquoi, sur instruction personnelle du président de la République, le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, a instruit le gouvernement pour dire que ça fait longtemps que j'entends ces plaintes-là. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour que nous puissions changer? C'est un processus, comme venait de le dire tout à l'heure le ministre des Finances. C'est un processus, on ne peut pas réviser l'arsenal juridico-administratif de notre fiscalité en 4 jours. Donc c'est un processus qui a commencé aujourd'hui. Mais on a fait d'abord les diagnostics et on a fait des propositions, on s'est projeté dans l'avenir. En clair, le gouvernement voudrait d'abord éliminer tous les écueils, éliminer toutes les tracasseries, corriger là où il y a des petites erreurs et améliorer les textes, permettre à ce que les investisseurs ne puissent pas être tracassés. Et si au jour d'aujourd'hui, la FEC vocifère, crie, parce que la FEC ça supporte, donc les opérateurs économiques, les 170 000 contribuables et assujettis, supportent le poids de la fiscalité de toute la République. Alors qu'il y a moyen de pouvoir élargir l'assiette fiscale en intégrant ceux qui sont dans l'informel, dans les formels, et asseoir l'impôt ou lever l'impôt à tout. Alors c'est ce qui fait que, en clair, le gouvernement avait déjà une idée claire et précise. Parce que nous avons parlé bien sûr dans les 4 sous-commissions de tout, sauf qu'en dernière minute, le gouvernement a dévoilé sa position. Dans le discours de clôture, le ministre des Finances a dit « Nous devons faire comme les autres, nous devons fusionner les administrations ». En d'autres termes, c'est que la DGI, la DGDA, la DGRAD vont être fusionnées pour devenir une forme de centrale, une autorité congolaise des revenus et faire en sorte qu'il y ait un seul interlocuteur qui gère la fiscalité et la parafiscalité. Ainsi, il y aura moins de problèmes. Mais il faut saluer, William, vous aviez dit que nous avions eu le privilège, effectivement, parce qu'il y avait plus de 400 participants. Et la presse n'était pas là-dedans. La presse n'était pas là-dedans et nous avons remué ciel et terre jusqu'à voir son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, en disant que nous avons une expertise au niveau de Toile d'Araignée. Il y a Willy Kalengai, les gens ne le savent pas. Willy Kalengai, c'est un journaliste économique. Vous comprenez? Nous avons Faustin Kwediasala, nous avons Israël Moutala, nous avons Jean-Louis Miassuekama et Jérôme Sekana. Et le ministre, nous devons le remercier parce que le comité organisateur ne voulait pas que nous, les journalistes, nous puissions être là-dedans. Il voulait que nous venions couvrir. Mais le ministre a accepté et nous sommes allés là-bas. On a participé dans les travaux en commission. Nous avons apporté notre contribution et nous osons croire que les choses vont évoluer très bien avec espoir que la République démocratique du Congo aura in fine un budget qui reflète sa grande capacité contributive. Parce que nous sommes incapables, au jour d'aujourd'hui, et c'est depuis près de 10 ans, de mobiliser en termes de ressources propres 4 milliards de dollars, avec tout ce que nous avons comme potentiel. Donc, il faut qu'on arrive, en élargissant l'assiette fiscale, en facilitant la tâche aux investisseurs et aux opérateurs économiques, que nous arrivions à avoir beaucoup de contribuables, à élargir l'assiette fiscale et à mobiliser suffisamment de recettes au compte du Trésor. Merci beaucoup, Jérôme Sekana. Merci surtout, vous avez quand même eu l'occasion de féliciter certains confrères qui ont participé. C'est vrai, j'ai renchéri ce qu'il a dit, il n'était pas facile que la presse économique puisse participer au cœur même de ces débats.
Je reviendrai à vous pour d'autres détails importants, mais il y a une question de fond qui vient de se poser. C'est pas seulement des réformes, parce que les réformes, on en a déjà eu, et j'aimerais un peu me retourner vers José Nawège, un peu le philosophe qu'il est, et qui, même s'il s'empêche, il se refuse de l'admettre. Quel est ce pays-là qui a quand même une activité économique importante? Je crois que les Congolais se débrouillent bien, c'est des débrouillards, comme on dit, entre guillemets, mais qui n'est pas parvenu à générer une culture citoyenne de fiscalité. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays pour que les gens, naturellement, entre guillemets, ne payent pas l'impôt? Il y a donc certainement quelque chose. La citoyenneté que nous avons, elle n'est pas une citoyenneté de responsabilité financière. Nous sommes des citoyens, c'est vrai, mais à partir du moment où l'État est perçu comme un oppresseur, donc lui empêcher d'avoir des moyens est perçu même comme un acte héroïque. Alors je reviens un peu à vous sur cette question-là de la citoyenneté et la fiscalité. Oui, Willy, après avoir suivi doctement Jérôme, je ne sais pas si dans vos cogitations, vous avez intégré cette question qui, à mon avis, elle est matricielle. Pourquoi elle est matricielle? Parce que justement, la problématique de la fiscalité est au cœur même du contrat social. Le contrat social au sens de Jean-Jacques Rousseau, le pacte républicain. On ne peut pas parler impôt en dehors de la République. On ne peut pas être citoyen quand on ne contribue pas aux charges de la vie collective. Et donc, l'exposé magistral de Jérôme n'aurait aucun soubassement si on ne commence pas par les débuts. À savoir que pour qu'on dise de moi que je suis citoyen, c'est par rapport aux droits et devoirs. C'est le fondamental de toute république. Donc nous devrions arriver à cette république. Donc nous devrions passer, Willy, de la culture des suggestions, parce que nous sommes là-dedans en sciences politiques, on parle de culture des suggestions. J'ai presque même envie de dire que nous sommes encore à la culture paroissiale. Il y a 3 niveaux de culture. Il y a cette culture de paroissiale, la culture des suggestions, la culture de participation. Nous ne sommes pas encore à la culture de participation pour qu'on nous appelle véritablement citoyens. Mais pour y arriver, il faut démystifier ces choses. Ne croyons pas que la problématique de l'impôt est liée à la modernité. L'impôt est lié au contrat social, y compris dans nos sociétés précoloniales. Ça veut dire que dans nos empires, il y a eu des empires comme le mien, l'Empire Lunda, le Royaume Congo, le Royaume Cuba, etc. etc. Donc, mais c'est comme maintenant ça prouve. Bien sûr. C'est posé sur quoi? Sur un contrat social. Quelle était la substance de ce contrat social? C'est que le souverain, on pouvait l'appeler Molopoué, Kamounan Sapou, comme tout ce que vous voulez, le souverain protégeait. Non, l'impôt c'est la conséquence. Le soutien protégeait la société. Ses citoyens. Les souverains protégeaient la société. Et en contrepartie, cette population pouvait donner quelque chose au souverain. Et c'est donner quelque chose au souverain. Le souverain ne le prenait pas comme individu, mais comme la structure étatique, la superstructure. Voilà. Et c'est ça. J'ai le droit de vous protéger. Et en contrepartie, vous avez le droit. Les devoirs. Vous avez le devoir plutôt de faire en sorte que cette société tienne. Mais qu'est-ce qui a fait que nous avons perdu cela? Oui, j'y arrive. Allez-y vite. Oui, non, c'est extrêmement important parce que c'est une question philosophique d'abord, avant d'être technique. Nous ne sommes pas dans la technicité ici. D'accord. C'est philosophique. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé que, avec la colonisation, c'est par définition la négation de nos sociétés. Donc, l'État a changé de forme. C'était un État colonial, mais qui n'était pas notre État. Par conséquent, les actes qu'on posait, on les posait par contrainte, pas par adhésion. Donc il y avait un impôt imposé, si je peux me permettre cette expression. Arrive l'indépendance. C'est vrai, théoriquement, on est souverain. C'est ça le sens même premier d'indépendance. Mais on est souverain dans quel type d'État? Est-ce que cet État
est l'émanation de la société ou c'est un État imposé d'en haut? Est-ce que cet État, pour emprunter à Lénine, ce n'est pas vieux ce que je dis, dans son grand livre « L'État et la Révolution », est-ce que cet État est oppresseur ou cet État est constitutif de l'âme du peuple dans lequel il s'exerce? Poser cette question, c'est y répondre chez nous. Nous avions eu des États d'en haut. C'est ça le problème de l'Afrique. Par conséquent, payer l'impôt, c'était comme un acte d'aliénation. Cet argent va où? On se pose beaucoup de ces questions-là. Mais pourquoi je dois payer l'impôt? Parce que cet argent va où? Parce que l'impôt fait naître maintenant des attentes vis-à-vis de la population. Nous sommes dans le contrat social. Donc la réponse est simple, Willy. Le travail qu'il y a à faire, c'est de faire en sorte que la culture républicaine, la culture de l'État, l'État perçu comme l'émanation organisée, superstructure de notre infrastructure, que cet État soit près de nous. Pour que l'État soit près de nous, ce n'est pas savant ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que si Diana est malade, quand il va à l'hôpital, notre hôpital de référence de Kinshasa, c'est l'hôpital du peuple, que Diana soit soignée. Très bien. Ça signifie que devant ta maison et devant votre maison, Willy, s'il n'y a pas de lampes, il n'y a pas de réverbères, etc., de lampes, tout ce que vous voulez, mais que demain, que vous voyez ça. Si vous voyez ça, vous avez le sentiment, effectivement, que cet État à qui je donne, me redonne quelque chose en retour. Voilà un peu sur le plan philosophique. Je reviens un peu, Jérôme, rapidement, même si nous sommes en train de construire une compréhension commune. Quand vous qui avez participé effectivement à tous les travaux, pensez-vous que les différents participants, les différents techniciens, les politiques qui étaient là, parce que ça a quand même été ouvert au nom du Premier ministre, même en voyage, mais il y a quand même le vice-premier ministre qui était là, pensez-vous que les hommes d'État avaient la même compréhension que nous sommes en train de définir ici, ou bien c'était simplement parce qu'on cherche des moyens pour agrandir la caisse? Oui, je vais répondre rapidement à votre question, mais tout en éclairant un tout petit peu ce que venait de dire mon ami. Vous savez qu'on a trop cru sous la Deuxième République que la manne minière qui essayait de financer notre budget, elle allait être éternelle. Et vous voyez, à l'époque de la Deuxième République, la Gécamine intervenait dans le budget de l'État à près de 70%. Et lorsque ce temps est passé là, donc à cette époque-là, la culture fiscale qui était très forte au début, vers les années 60, parce qu'on avait quand même cette petite culture, et qui nous était imposée bien sûr, et lorsqu'on a constaté que on avait de l'argent, on n'a pas pu recourir au financement légal qui est le financement venant de la fiscalité. Et c'est ce qui a fait qu'on a perdu un peu la culture, c'est à cause de ça. Maintenant, venons-en à la question que vous avez posée. Je vous dis que nous avons abordé tous les problèmes, notamment les pesanteurs politiques. Parce qu'il s'est avéré que les administrations fiscales fonctionnent tant bien que mal, mais il y a une mainmise des politiques. Parfois, les politiques nomment des gens qui ne sont pas techniciens à la tête des administrations. Parfois, les politiciens s'interposent entre l'administration et les contribuables et bloquent parfois la machine au niveau du premier ou du deuxième degré. Voilà pourquoi on a suggéré, d'abord, pour que tout le monde comprenne que l'impôt, bien sûr, c'est une chirurgie du portefeuille, on ne paye pas de gaieté des cœurs, mais c'est une affaire de tout le monde. En commençant, bien sûr, par les décideurs. Vous et moi, nous nous sommes battus en 2010. Nous sommes dans ces pays. Dans ces pays, on pouvait naître, grandir et mourir sans avoir payé l'impôt. C'est grâce à l'action que nous avions menée avec vous en 2010, la pétition que nous avions fait circuler, et avec le concours du chef de l'État, qu'en 2012, les députés et sénateurs qui ne payaient pas l'impôt ont commencé à payer l'impôt. C'est ainsi qu'il a été recommandé qu'on poursuive cet effort-là pour amener tout le monde. L'exemple venant d'en haut, il faut que ceux-là qui nous dirigent, les politiques, les dignitaires et tout ça, montrent l'exemple. Parce qu'on a constaté que c'est le petit peuple et les opérateurs économiques qui payent et les autres ne payent pas. Maintenant, on a compris, même le gouvernement, je vous informe qu'on retient même l'impôt professionnel sur les rémunérations. Au niveau du gouvernement. Merci. Bruno Bolisson, quand le gouvernement va terminer son projet de loi ici, de réforme fiscale,
ce projet devra aller à l'Assemblée nationale ou dans ce qu'on appelle la cathédrale de la démocratie et va être confronté à la chaleur humaine des députés et surtout de leurs idées. Alors, pensez-vous que notre Parlement est prêt à accompagner cette réforme fiscale? Merci beaucoup. Vous l'avez dit tantôt à l'introduction que le forum a été ouvert aux politiques et effectivement, même à la séance de la clôture, il y a le président de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale qui a modéré les sous-commissions importantes. Ce qu'il faut dire, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas dans les tiroirs de l'Assemblée nationale du Sénat une loi à tonalité financière qui traîne dans la boîte et qui est de nature à alimenter cette réforme. Donc la balle est plus du côté du gouvernement qui doit amener les différents projets nécessaires à l'actualisation, à la modernisation de ces lois pour élargir l'assiette fiscale ou renforcer la mobilisation des recettes. On entend par exemple depuis plusieurs mois, il y a les débats sur l'applicabilité de la TVA. Oui. C'est une loi qu'il faut révisiter. On en a beaucoup parlé. Il y a le code minier qu'il faut révisiter en donnant plus de préférences vers les régimes généraux au détriment des régimes préférentiels qui font que l'État n'arrive pas à mobiliser suffisamment de recettes. Mais il y a également la loi sur le foncier. La loi sur le foncier qu'on a pris date de plusieurs années, je dirais même des décennies. Il y a un problème d'applicabilité de l'impôt mobilier, de l'impôt sur les logements, de l'impôt sur l'agriculture. Ça, ce sont autant de textes que le gouvernement doit actualiser et amener au Parlement sous forme de projets, tout en sachant que les lois à caractère financier sont traitées à l'Assemblée nationale et au Sénat avec une célérité parce que ce sont des lois dites urgentes. Maintenant, il y a un problème, c'est qu'un certain nombre de législateurs estiment qu'amener des lois, réformer tout c'est bien, mais il faut fondamentalement se poser la question sur l'opportunité de ces réformes. Pourquoi on doit réformer? Qu'est-ce qu'il y a eu comme catastrophe qui a fait qu'on ne puisse pas mobiliser suffisamment qu'avec les réformes, on va mobiliser? Parce que ils ont, ça c'est le point de vue des législateurs et même d'une certaine opinion, il y a un écart entre ce que disent les lois et l'exécution de ces lois sur le terrain. Il y a un problème d'applicabilité. Tant que les lois, les dispositions de ces lois, tant que les recommandations, on peut beau inviter les ministres, convoquer les premiers ministres devant les commissions spéciales au Parlement, devant les plénières, mais tant que ces recommandations, tant que les dispositions légales, tant que les modalités d'application en termes de règlement ne suivront pas, tant qu'il n'y aura pas de sanctions, on va multiplier ces genres de forums qui vont se limiter à des problématiques générales, qui vont se limiter à exposer des motifs, mais on continuera à tourner autour du pot. Le pot, c'est quoi? Les recettes à mobiliser. Parce que s'il n'y a pas de sanctions, on a fait le code minier, je crois, il date de 2002. Il était chanté, on était monté sur tous les toits pour crier que c'est un bon code, ça va attirer et tout et tout. Mais qu'est-ce qui s'est posé? Vous allez voir que dans l'application, il y a des vautours qui s'improvisent, des coupeurs de routes, comme on le dit, qui au lieu de canaliser les recettes vers les niveaux classiques du public, mais ils préfèrent prendre ça sous les ponts. Et ça fait que l'État est desséché et ne puisse pas avoir le... Mais si la sanction ne suit pas, il y a un problème. C'est pour cette raison qu'il faut saluer la tendance générale qui a prévalu, je crois, au cours de ces débats, la tendance qui voudrait qu'on puisse même non seulement regrouper les régies financières, comme l'a dit Jérôme, mais décentraliser ces régies financières au niveau des provinces. Chaque province doit avoir ces regroupements, mais au niveau décentralisé pour éviter la possibilité d'intervention ou de mobilisation. C'est une problématique systémique, donc on ne peut pas arranger à Kinshasa et croire que ça va s'arranger ailleurs, il faut arranger partout. Mais j'aimerais quand même... L'avantage ici, c'est qu'on renforce la capacité de mobilisation des recettes. Vous connaissez la problématique des rétrocessions. C'est que par moment, on a eu l'impression que les gouverneurs n'attendaient que la rétrocession qui venait de la capitale, alors qu'eux-mêmes étaient faibles sur le plan de la mobilisation des recettes. Alors que il y a même une anecdote. La Constitution et la loi portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces précisent clairement qu'il y a des recettes qu'il faut générer au niveau des provinces et qui ne sont pas des recettes. Il y a même une anecdote d'ailleurs, je vous rappelle ici, dans la salle, le gouverneur a dit, écoutez, la notion de rétrocession, on doit l'enlever de partout. Il ne faut pas qu'on parle de rétrocession parce que c'est...
l'État n'est pas constitutionnel, et puis ça apparaît comme l'effet du prince. Et pourtant, ces recettes sont puisées à la base et ramenées ici à Kinshasa. Alors, c'était très bien, c'était applaudi. Et puis maintenant, il y a une dame qui a pris la parole pour dire, écoutez, c'est bien. Et si la rétrocession, on doit bannir ce mot, il faut que les gouverneurs aussi, par rapport aux ETD, puissent aussi bannir ce mot-là. Donc, ça, c'était un peu pour faire rire. Alors, je voudrais quand même demander rapidement à Freddy, je sais que il a toujours notre regard sur le monde pour qu'on ne se perde pas. Freddy, je ne sais pas si vous connaissez l'exemple chinois dans ces domaines-là, mais comment les Chinois ont fait? Parce que, entre nous, la Chine, c'est aujourd'hui la deuxième puissance mondiale, la deuxième économie mondiale, et ils sont en train de passer vers, j'apprends qu'ils sont en train de passer maintenant vers leur monnaie va devenir maintenant la monnaie référence, monnaie refuge pour l'or. Ça signifie en réalité, ils vont être en réalité les premiers. Bon. Maintenant, comment les Chinois font pour qu'ils puissent avoir les ressources, l'impôt? Comment c'est payé en Chine? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut dire que la Chine a toute une histoire derrière elle. Ça fait plus de 2000 ans que l'État chinois existe. Hein? Donc, pendant la période du Parti communiste, donc, c'était pas encore libéralisé l'économie, c'était l'État qui s'occupait de tout, l'État entreprise. Il n'y avait pas la notion de l'impôt, ça n'existait pas. On parlait beaucoup plus de revenus. C'est quand un shopping a ouvert, les problèmes techniques sont confrontés. Parce que quand il y a des privés, il faut qu'ils payent. Ils étaient contraints de passer maintenant à l'imposition. Et là, je pense que la stratégie des Chinois, c'est quoi? Ils sont pragmatiques. Il n'y a pas tellement de théorie. Ils sont partis étape par étape. Jusqu'à ce que la dernière réforme, c'est vers 2004. Ça a donné de l'argent. Mais il faudrait qu'on comprenne une chose. Je pense que notre ami José a parlé de choses importantes ici. Nous avons un État importé. Dans notre imaginaire, l'État est étranger. Ça, les fonds du problème. Les Chinois, chez eux, l'État date depuis très longtemps. Et dans leur imaginaire, on dit, quand tu es chef d'État, tu es empereur, tu as les mandats du ciel. Et tes mandats, ces mandats, tu les mérites parce que tu rends le peuple heureux. Donc, si tu ne rends le peuple n'est plus heureux, on te chasse. Tu n'es plus légitime. Voilà. Tu n'es plus légitime. Donc, c'est dans toute une culture. Mais quand nous venons chez nous, tout le monde qui dit je suis État, c'est comme quelqu'un qui vient voler, quelqu'un qui vient imposer. Donc, le fond du problème ici, c'est nous connecter à notre ancienne culture impériale, ou bien dire royale. Moi, Théavoué, là, il n'a pas une armée, mais on lui paie des impôts jusqu'aujourd'hui. Il ne faut jamais l'oublier. Mais ceux qui sont en Angola, ils ne sont pas poursuivis, mais ils donnent de l'argent à Théavoué. Pourquoi au niveau de l'État, on ne le fait pas? Donc, je pense que la difficulté ici, c'est qu'il faut qu'on repense l'État, qu'on repense notre système d'organisation. Et pour cela, il faut être indépendant. L'Afrique et le Congo ne sont pas indépendants. Donc, la première chose à faire, c'est de devenir indépendant, penser nous-mêmes, et là, les gens vont commencer à... Nous sommes déjà en train d'y penser, c'est déjà un acte d'indépendance d'aujourd'hui, cette pensée d'aujourd'hui, et merci beaucoup. Alors, je reviens à Diana, la classe politique finalement, parce que tous les mots finissent par retomber sur la qualité de la gouvernance, et malheur à celui qui, quand on fait la critique, est au pouvoir, parce qu'il paye pour ceux qui vont venir et pour ceux qui sont passés. Donc, aujourd'hui, nous sommes bel et bien dans une problématique de la classe politique, la classe dirigeante, parce que pour que les peuples adhèrent au sacrifice, comme Jérôme l'a dit, à la chirurgie du portefeuille, et que chacun sache que ce que je gagne, je ne peux pas le consommer seul, je dois aussi participer à l'effort communautaire, il a fallu que cet homme-là ait été formé et ait confiance en cette classe politique. Ben, mais écoutez, avec les réformes, ce qui est une très bonne chose, il y a risque de tourner en rond. Si on ne résout pas les problèmes fondamentaux. Et les amis ont essayé de le dire, vous savez, la fiscalité elle-même, dans sa forme moderne, nous est tombée dessus, comme la démocratie nous est tombée dessus. Et au même moment, les gens se disent démocratiques, ou même les gens pensent au pouvoir coutumier, ainsi de suite. Nous venons de connaître la grande crise au Kasaï, c'est le pouvoir coutumier qui a mis tous les pays en difficulté aujourd'hui.
Donc, alors qu'en démocratie, ça serait impossible. Vous n'apprendrez pas ça aux États-Unis d'Amérique. Non, il y a dans ce coin là-bas une crise d'une famille. Ça atteint tout le monde. Alors, le vrai problème, c'est vrai que nous ne pouvons pas rentrer aux États. Parce que dans ces États-là, il n'y avait pas d'offre. Pour que les gens payent à moitié, vous n'avez pas d'opposants. Il n'y a personne qui se lève pour dire que non, quand moi on va partir, moi je ferai ceci, moi je vous donne, il n'y en a pas. On les laisse exercer son pouvoir jusqu'à la mort. De la même chose, quand vous allez, la Chine a essayé un peu de l'adapter, le pouvoir avec le Parti communiste. Le parti remplace un peu cet empire-là, donc cette union de tous les Congolais. Ce qui n'est pas le cas chez nous, avec 450 partis politiques, par exemple, qui parlent chacun dans son coin. Alors, le vrai problème, c'est que la colonisation, nous avons essayé de le dire, a fait de l'impôt une imposition. Vous connaissez dans les villages, il y a des gens qui fuyaient quand on entendait l'administration venait pour l'impôt, les gens qui allaient dormir en brousse pour fuir l'impôt. Et la classe politique a fait de cela un discours politique, pour dire que si nous sommes indépendants, vous ne vivrez plus ça. Donc vous ne payerez plus l'impôt. Et donc on considère l'impôt comme un fait colonial. Alors l'indépendance fait dire on se déleste de ce devoir de payer l'impôt, puisque nous sommes aujourd'hui indépendants. Et sous la Deuxième République, on a essayé de l'impôt, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas parce qu'il y avait la manne Gécamine qu'on avait suffisamment d'argent, puisqu'on allait toujours les chercher à gauche et à droite. On pouvait les chercher là-dedans. Mais c'est parce qu'il n'y avait pas cette culture fiscale. Donc, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est amener aller dire à quelqu'un, votre méthode de vous payer l'impôt immobilier. Vous direz que l'État Tungela. Donc, ce qui veut dire que les gens n'ont pas encore interrogé ce que c'est. Et il y a le discours politique qui dit ceci. Et comment c'est possible que moi je vais continuer à payer? Et la classe politique, bientôt je crois, je ne sais pas ceux qui maîtrisent ce calendrier, bientôt on ne devra pas payer les factures de la régie des eaux, on ne devra pas payer les factures. C'est la classe politique qui demande à la population de ne pas payer la régie des eaux, de ne pas payer. Et demain ça sera de ne plus rien payer. Donc en fait on crée un cercle vicieux. Au même moment que vous demandez que l'État s'occupe de vous, même temps vous lui privez les moyens de s'occuper de vous. Et pourtant, ce n'est pas la Banque mondiale qui me contredirait que partout à travers le monde, l'impôt est obligatoire. Et l'impôt n'a pas de contrepartie immédiate et directe. Non. Vous remplissez votre devoir de payer et l'État va remplir le sien. Donc vous n'avez pas à attendre, s'il n'y a pas de courant chez moi, je ne payerai pas l'impôt. Non. Et chez nous, on l'a dit, c'est une catastrophe en ce qui concerne l'impôt. Et la classe politique encourage ça. Il y en a qui pensent que non, ne payez pas maintenant. Attendez quand nous serons au pouvoir, vous payerez. Et quand ils viendront au pouvoir, ils oublient qu'ils auront une opposition. Ils disent, ne payez pas, attendez quand nous viendrons au pouvoir. Ce cercle vicieux, je pense que si on ne résout pas ce problème-là, on pourra faire des bonnes réformes. Ça serait comme quoi? Comme construire une bonne maison, vous faites l'installation électrique, mais personne n'est là pour appuyer sur l'interrupteur, vous n'aurez jamais le courant. En tout cas, merci Jana, ces anecdotes, ça nous rappelle effectivement que c'est important. Le Christ lui-même disait à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Et il faut effectivement que la compensation existe dans notre culture. Il n'y a pas de service gratuit. L'État, c'est un service. Vous voulez qu'il vous rende un bon service, alors payez ce qu'il faut. Il faut compenser. Mais tout ceci nous pose quand même une vraie problématique. Je crois que John Ngomba, il a y réfléchi. Il y a un déficit majeur de communication sur la fiscalité. Parce que si payer l'impôt, comme nous l'avons dit, fait partie des actes héroïques de résistance sur un État prédateur, alors il est difficile maintenant que l'on puisse dire aux gens, non, l'État qui est là, c'est le nôtre. Et que si vous ne lui donnez pas à ce qu'il lui faut, nous périrons tous ensemble. Alors, il y a donc un problème de quel type de communication faut-il aborder pour pouvoir poser la problématique de la fiscalité? Et ça, c'est une question fondamentale, John. Oui, tout à fait. Les théoriciens disent que tout est communication. En fait, c'est une problématique qui s'invite aussi dans ces contextes ici, tout en saluant les efforts que fournit Jérôme Sekana et l'AGM pour faire la communication sur la fiscalité. Mais je crois que ça, c'est une démarche systémique au niveau même de l'État, une communication de masse qui doit identifier
les cibles et puis préparer le message et créer un feedback. Parce que ici, il faut s'occuper, se préoccuper de la réaction de la cible quand le message lui parvient. Je voudrais profiter de ce que a présenté le ministre des Finances pour ce qui est des 4 axes principaux qui résument ce qu'il y a comme problème dans la fiscalité et qui peut aussi permettre de trouver des solutions du point de vue de la communication. Il a parlé de l'étroitesse de l'assiette fiscale qui fait peser les fardeaux. Jérôme l'a relevé ici, 80 millions de personnes et seulement 170 000 qui contribuent. La lourdeur et la multiplicité des perceptions qui font que les opérateurs se plaignent, la prolifération des exonérations et puis la multiplicité d'intervenants administratifs. Tout ceci dégage en fait trois principales cibles en fait. Il y a le commun des mortels, il y a les opérateurs économiques et puis il y a les acteurs de l'État qui sont en politique ou qui sont même dans l'administration fiscale. Alors, il faut construire une communication à l'intention de toutes ces 3 catégories. D'abord, je crois que la catégorie de base et la principale, c'est bien sûr les contribuables moyens. Aujourd'hui, il faudra que les citoyens comprennent que il a un rôle à jouer dans le fonctionnement de l'État. Chez nous, on dit bilo qualita, ça veut dire c'est quelque chose qui vous appartient pas. C'est pas à vous, ça peut se dégrader, mais vous ne comprenez pas que il y a un lien entre votre vie et les biens publics. Et qu'en plus, non seulement qu'il y a un lien, il faut amener les citoyens à comprendre que les biens publics, c'est son bien. C'est lui qui l'entretient en payant évidemment son impôt. Mais à contrario, parce qu'il faut aujourd'hui il y a une rupture. Il faut restaurer, il faut que la communication serve à restaurer la confiance. Alors, il faudrait qu'on trouve un mécanisme. C'est vrai que Diana a dit que bon, l'impôt s'impose et qu'on n'est pas nécessairement, il n'y a pas nécessairement un lien à émettre. Mais aujourd'hui, il faudrait créer comme un feedback qui montre aux citoyens que, bon voilà, vous avez payé votre impôt, ça a donné ceci, ça a donné cela. C'est très important. Il y a donc un effort de redevabilité. Oui, absolument. Après, il y a une communication à faire à l'intention des opérateurs économiques, c'est vrai, qui ont essentiellement actuellement la charge de l'impôt, mais aussi pour qu'ils comprennent que sans eux, eh bien, il ne faut pas qu'ils puissent s'échapper. Sans eux, l'économie ne va pas marcher. Et il y a l'État qui est conçu comme un prédateur. C'est-à-dire, aujourd'hui, l'État vit sur le dos de la population. On a cette impression-là. Alors, il ne faut pas donner l'impression que l'État vit sur le dos de la population et que l'administration fiscale, elle est en plein dans une magouille, quoi. Merci. Donc, il y a lieu de structurer une communication autour de ces éléments pour restaurer la confiance, parce que l'impôt ne peut pas marcher lorsqu'il y a rupture de confiance. Et là, c'est aussi une question de communication. Vous allez rapidement dire quelque chose, parce que je voudrais m'aborder un deuxième sujet que je vais annoncer. Je suis tout à fait d'accord avec tout le monde, et même de mon ami Diana. Tout le monde a dit ici, c'est vrai. Mais dans le volet communication, je voudrais ici, en plus bien sûr de remercier, comme je l'ai dit pour le ministre des Finances, saluer la participation de William, toute l'équipe. Nous avons réussi à intégrer dans les recommandations le financement à grande échelle de la communication. Parce que la législation qui va arriver, il y aura un budget qui doit être voté pour que la législation fiscale et parafiscale et douanière soit vulgarisée dans les 4 langues nationales et en français pour permettre à tout citoyen congolais de connaître ses droits, mais aussi ses devoirs. Mais également demander aux autorités, à ceux-là qui nous gèrent, de pouvoir développer en eux le devoir de la redevabilité et armer la population à pouvoir exercer ce qu'on appelle le contrôle citoyen, c'est-à-dire demander des comptes auprès des décideurs. Et ça n'a jamais existé. Nous prêchons l'impôt depuis 19 ans, mais l'impact n'est pas aussi grand. Et parce que nous avons beaucoup de médias, nous pouvons réussir parce que nous avons beaucoup de médias. Si dans chaque chaîne de télévision,
dans chaque chaîne de radio, on prêche et on dénonce surtout. Dans chaque journal, on dénonce et surtout le fait de dénoncer. Vous savez, il y a une anecdote. Aujourd'hui, à la clôture, les amis de la FEC ont claqué la porte. Vous savez, ils ont claqué la porte pourquoi? Tout simplement parce que ils ont voulu faire passer, ils ont voulu faire annuler une résolution qui disait qu'il faut supprimer les lanceurs d'alerte, donc la prime du contentieux, les aviseurs. Les aviseurs. Pourquoi ils ont dit ça? Ils ont dit ça parce qu'ils sentent une menace. Les aviseurs, c'est qui dans la fiscalité? Ce sont des citoyens, des patriotes. Ils constatent que dans une entreprise où ils travaillent, on est en train de voler l'État. On est en train de minorer. On est en train de donner des faux chiffres. Il prend les documents. Il va avec à la fiscalité. À l'administration, à l'inspection des finances ou à la Cour des comptes. Et l'État lui paye l'argent. C'est-à-dire, il a un pourcentage qu'il gagne, une prime. Alors la FEC a dit, si ça vous ne supprimez pas ça, nous supprimons. Mais Dieu merci, ils sont revenus à la raison. À la fin, je suis sûr que le ministre des Finances les a demandé de revenir. Ils sont rentrés. Et c'est ça le débat que nous devons avoir. Merci. Je pense que nous sommes sur une bonne lancée et c'est une première. Bien sûr qu'il y a toujours eu beaucoup de résolutions qu'on a organisées, des forums. Mais là, on sent que c'est le début d'une réforme profonde qui va aboutir 4 ans, 5 ans, je ne sais pas moi, peut-être après, parce qu'on ne peut pas modifier en un jour cet arsenal-là, mais nous aurons cette fois-ci une législation fiscale qui va booster l'économie du pays et nous amener vers l'émergence. Très bien, merci. Nous ne pouvons qu'attendre que les fruits de l'intelligence et de la détermination arrivent à échéance et que nous puissions goûter nous aussi à cette réforme. Alors, pour quelques minutes qui nous restent, je sais qu'on ne va pas aborder toute la question, mais on parle quand même beaucoup du troisième dialogue, on en parle beaucoup. Il y a plusieurs personnalités qui sont à New York, à Washington. Nous, ici, dans cet espace, nous sommes demandeurs de l'inclusivité maximale. Nous n'avons jamais douté un seul instant qu'il faut se priver des moyens d'aller vers le consensus. Alors, ce n'est pas le sujet principal, il nous reste 10 minutes, mais j'aimerais quand même que vous puissiez émettre votre point de vue sur cette question-là. Comment nous l'abordons et comment on ouvre les verrous? Parce que je sais que plusieurs postures sont des postures verrouillées. Comment on ouvre les verrous pour que l'eau du dialogue et de la concertation puisse circuler dans les organes de l'État et de la société civile, de l'opposition, de la majorité? Les verrous sont là. Je voudrais que Freddy commence. Oui, moi je ne suis pas tellement d'accord avec la manière dont on fait la politique ici. D'abord, quand vous voyez un peu l'histoire qu'on a connue du temps des Mobutu jusqu'à ce jour, est-ce qu'on a tiré les leçons? De dialogue à dialogue, on a abouti à la guerre. Parce que l'enjeu ici, il faut que les Congolais comprennent, ce n'est pas la démocratie. Tant que l'Occident n'a pas quelqu'un qui contrôle le pouvoir, il y aura des dialogues et un dialogue, ça va aboutir à la guerre. Il faut qu'on retienne ça. Nous devons tirer les leçons de l'histoire. Moi, je dis qu'on prenne du temps, qu'on fasse des élections. C'est le peuple qui doit décider. On ne peut pas accepter, pendant 20 ans, les mêmes personnes sont toujours en politique. Les dialogues et un dialogue, il ne faut que manger. Il faut pas que ça va changer demain. Merci. Merci. Diana? Oui, mais écoutez, le dialogue, c'est une manière. Il suffit de suivre les médias. Il suffit de suivre les déclarations pour savoir qui demande le dialogue. Les postures actuelles, élections le 31 décembre. Même si dans son fort intérieur, on sait que c'est impossible. C'est une position de négociation. On met la barre très haut, tout comme on nous avait dit, le 22 décembre, le ciel tombe. Et comme ça, on croit, on fait peur à tout le monde de la communauté internationale. Ça dit non, il dit retrouvez-vous pour que le ciel ne tombe pas sur le compas. S'il tombe, même les ambassadeurs mourront. Alors, maintenant, les gens sont dans cette position de négociation. Mais ce qui est regrettable, ce que nous devons regretter, c'est que les gens ne disent pas clairement, disent il y a ceci, négocions. Les gens font semblant de dire nous n'acceptons pas, nous n'allons pas négocier avec ce régime. Mais en fait, ils cherchent à négocier le régime. Ils vous disent les 31 décembre. C'est un peu l'exemple, je l'ai dit ici hors micro, l'exemple du Togo. Il nous faut une nouvelle constitution, il y a limitation des mandats et il y a 2 tours.
le projet là au Parlement, l'opposition dit non. Alors ce projet-là, nous voulons le départ du président. Vous allez le faire partir comment si ce n'est que par ces élections-là, à double tour, et ainsi de suite, c'est ce que vous nous demandé. Donc, et c'est la même situation chez nous. On vous dit, le 31 décembre, ce n'est pas les élections, mais nous arrivons le 31 décembre, Kabila doit partir, et comme ça, nous allons faire une transition. C'est un verrou. Alors moi, je demande ici qu'on déverrouille. Bruno. Ce qu'on déverrouille, c'est que les gens parlent clairement, que nous voulons... On ne parlera jamais clairement. Merci, Jana. Bruno Bolisson. Sans entrer dans les intentions, il y a même des signaux qui montrent qu'un troisième dialogue ou un nouveau dialogue n'est pas exclu. On a toujours dit, je crois que même le président de la République lui-même l'a dit devant le Congrès, que le dialogue, c'est une vertu congolaise. Aujourd'hui, l'accord du 31 décembre va expirer le 31 décembre. Or, il y a des aspects qui ne sont peut-être pas totalement appliqués. Si l'élection n'a pas lieu au 31 décembre, donc il faut prévoir cette période-là. Il faut organiser quelque chose. D'où la nécessité, à mon avis, d'une consultation. Donc le fisc par le fait de l'expiration prochaine de l'accord de Saint-Sylvestre, la caducité de cet accord de Saint-Sylvestre, qui arrive à échéance le 31 décembre. Par exemple, a amené un paradigme nouveau, c'est la machine à voter, qui n'était pas prévue dans cet accord-là. Est-ce que ça sera comme une pilule à avaler, ou bien ça peut nécessiter une négociation, un large consensus? Ça peut justifier un dialogue. La machine était prévue. Non. Très bien, nous allons discuter. La machine était prévue parce qu'on a demandé à la CENI de chercher tous les mécanismes possibles de réduire le coût. Pas de manière explicite. Ça peut non, mais c'est ça. C'est à la CENI de créer le mécanisme de réduire le coût. Et justement, la machine à voter va diminuer et la tension autour du bulletin et le coût. Dans quelques semaines, dans la prochaine émission, nous reviendrons. Nous abordons les questions avec professionnalisme. Nous reviendrons sur ça fondamentalement. Bien nombreux. Oui, je voulais dire que au-delà des positions, il faut savoir aussi décoder les messages des politiques congolais et il ne faut pas s'attendre qu'ils s'expriment, qu'ils parlent simplement. Nous qui savons les lire entre les lignes, il est clair qu'il y a des mondes d'un dialogue. Et moi, j'allais dire que politiquement, il y a effectivement la nécessité de ces dialogues parce que nous sommes dans une période de consensus. Or, le consensus ne peut pas s'exonérer de s'élargir le plus possible. Et nous sommes conscients que au sein de l'opposition, il y a une partie significative de l'opposition qui n'est pas encore rentrée aujourd'hui dans cette session. Donc, il est important que, tant que faire se peut, eh bien, qu'on l'élargisse et puis qu'on aille tous ensemble dans la préparation de ces élections. Jérôme Sekana. Le dialogue est une vertu universelle une vertu à laquelle recourent même les Nations Unies pour résoudre les crises internationales et même au niveau des pays. Moi, je pense qu'il y a un adage qui dit « Faites-moi de bonnes politiques et je vous ferai de bonnes économies ». Au jour d'aujourd'hui, notre économie est à l'image de notre politique. On a des difficultés sur le plan économique et financier. Et c'est des clichés qui se ressemblent. Donc, si nous créons la stabilité politique, elle va engendrer la stabilité économique. Et nous pouvons donner un exemple. Au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas des appuis budgétaires. Que disaient les institutions de Bretton Woods pour arrêter la descente aux enfers de notre économie, notamment... N'en déplaise à votre voisin de droite. Et d'en face. Résolvez vos problèmes politiques, nous mettons la main à la poche, nous avons des difficultés. Il ne faut pas rigoler parce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas appliquer le taux budgétaire de 1452 francs congolais les dollars pour payer les 1 million de fonctionnaires. Déjà au taux de 930, l'enveloppe salariale était à 169 milliards. Si vous transposez, vous mettez au taux budgétaire, on est à 259 milliards de francs. C'est que le gouvernement ne peut pas faire. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a quand même des bouffées d'oxygène qui peuvent venir au titre de ce qu'on attend, ce qu'on appelle les appuis budgétaires. Or, les appuis budgétaires sont conditionnés. Même la Chine peut venir en aide aujourd'hui au terme des eurobonds. Si la Chine aujourd'hui accepte de nous donner 1 milliard de dollars, ou même plus, parce qu'elle en a beaucoup, il y a même des pays occidentaux qui vont chercher l'argent là-bas. Mais ça va stabiliser la situation. Mais il faut un consensus politique pour arriver à ces financements-là.
Voilà comment on peut déverrouiller la crise. Merci beaucoup. Nous terminons par José Nawège sur cette question du troisième dialogue, en fait, sur la question des valeurs, des priorités, de ce qu'il faudrait faire pour que demain, nous soyons quand même, nous vivions dans un pays qui nous appartient encore, même si, pour certains, il n'est plus à nous. Sans effet, il restera. Disons qu'aujourd'hui, vous avez posé une question fondamentale que nous devrions nous poser chaque instant dans notre situation. La question, c'est finalement, où est-ce que nous en sommes il y a un an? On en était où? Pourquoi on a fait le dialogue? D'abord, pourquoi il y a eu Cité de l'Union africaine? Pourquoi il y a eu Centre interdiocésain? Parce que nous sommes en quête du consensus. Le consensus chez nous, et John l'a dit, mais John a parlé du consensus comme séquence. Ça ne peut pas être une séquence. Ça, l'ADN de l'Africain. La démocratie que nous devons faire, c'est ça la question fondamentale. Elle sera consensuelle ou elle ne sera pas. Et nous ne devrions pas nous mentir à nous-mêmes. Nous devrions regarder les choses en face. Au jour d'aujourd'hui, il y a d'un côté des gens qui professent des démagogies de bons sentiments et d'autres qui tiennent des discours désincarnés. Il ne faut pas tenir un discours désincarné. Il faut voir la réalité. La réalité, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, la machine consensuelle est grippée. Pourquoi elle est grippée? Et comment finalement relancer cette machine? On ne peut relancer cette machine. La politique, c'est une affaire d'hommes. Il n'y a que des hommes, il ne faut pas chercher à faire des définitions ici. Il n'y a que des hommes, il faut définir la nature de notre crise. La nature de notre crise, c'est que vous avez d'une part la population de manière indivise et vous avez une classe politique. Toute la question est de savoir si cette classe politique est l'émanation de cette population. C'est une question fondamentale. Cette population, quelles sont ses attentes? Cette population, elle a le sentiment qu'il faut renouveler la classe dirigeante, pour être plus exact. La classe dirigeante. Mais on la renouvelle comment? Est-ce qu'on la renouvelle par rapport aux offres que nous voyons? Non. Pour dire les choses très simplement, est-ce que vous imaginez, dans la situation qui est la nôtre, qu'on renouvelle une classe politique par l'exclusion ou par la soustraction? On n'y arrivera jamais. On aura plus de problèmes. Il y aura plus de problèmes qu'on aura résolus. En fait, nous sommes dans une situation où un médecin, il prescrit un remède qui s'avère plus dangereux que le mal dont je souffrais le malade. Renouveler la classe politique aussi bien de l'opposition que de la majorité. La classe politique. Mais ça c'est une redondance. C'est une redondance. Il n'y a pas de classe politique. Il y a une classe politique. C'est une redondance. Le problème chez nous, c'est qu'on croit que la classe dirigeante, c'est simplement ceux qui sont aux affaires. Non. C'est toute la superstructure politique et ses technostructures. Il me semble que certains d'entre nous font partie de technostructures. Et donc, Willy, je crois que la question fondamentale pour me résumer, c'est qu'à chaque chose, il y a un philosophe qui le dit, quand vous voulez poser un acte, posez-vous la question, vous voulez poser un acte, interrogez-vous, quelle serait l'alternative à ce que je veux faire? C'est une question fondamentale. On dit aujourd'hui, pas de dialogue. Quelle est l'alternative à l'absence de dialogue? Les élections. Les élections sans consensus, ça poserait plus de problèmes que ça n'en résoudrait. Première question. Deuxième question, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de langue de bois ici. Quelle alternative à l'exclusion? Dans un pays où l'État est faible, dans un pays où des forces centripètes et centrifuges n'ont pas encore dit leur dernier mot. Et il n'y a pas de moyens conséquents financiers. C'est l'effondrement du pays, c'est la guerre civile. Dans un pays où ceux qui ont parié sur le saucissonnage du pays sont encore là aux aguets, et nous devons être responsables. C'est la disparition du pays. Et je me demande bien quelle démocratie on ferait sans État, sans pays. Comme en Somalie aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci, chers amis. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous l'avions effectivement consacré principalement à la restitution de ce forum, parce que nous pensons quand même que
C'était inédit. Pour cela, nous tenons à féliciter le ministre des Finances pour sa dextérité, parce que beaucoup des hommes politiques, surtout au gouvernement, quand il a ouvert des travaux, il s'éclipse, il ne revient que pour la fermeture. Mais ici, il y avait de la participation au quotidien. Chaque jour, le ministre était là et il participait au débat. C'est une bonne chose et c'est quand même mieux de le souligner. Nous avons compris aussi que toutes ces réformes fiscales, qu'elles soient bonnes, mais ne peuvent se réaliser que dans un contexte de consensus, dans un État qui se comprend et dans un État qui se projette dans l'avenir. Alors nous croyons à un avenir meilleur et nous disons à l'espace républicain que nous n'allons jamais faire l'épargne du dialogue ici, nous n'allons jamais dire que nous en avons assez. Les hommes politiques doivent dialoguer, doivent toujours aller de l'avant et régler les contradictions. Tant que les contradictions principales ne sont pas résorbées, ne vous fatiguez pas, allez vers les autres, même si on vous diabolise, même si on vous menace, mais n'hésitez pas d'aller chercher ce consensus qui est nécessaire. Pour terminer, je voudrais ici faire un clin d'œil à un ami qui disait, vous savez, réfléchir c'est très difficile. Et beaucoup de gens, parce qu'ils ne peuvent pas poser cet acte difficile de réflexion, alors ils jugent. Nous demandons à notre peuple de cesser de juger et de réfléchir. Parce que dans la réflexion, on comprend, on nuance et souvent, on accepte et on avance. Mesdames et messieurs, je vous donne rendez-vous dans quelques jours en espérant que ceux qui vont partir en voyage vont nous revenir plus encore informés et nous ferons la restitution de ce voyage. Je ne veux pas les citer, mais ils se connaissent, ils sont sur ce plateau. Au revoir et à la prochaine. Espace républicain.